Salut, c'est Tristan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une analyse globale sur évolution prismatique. Il y a pas mal de choses à dire, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On commence par le plus simple. Je vous donne mon avis global sur la série EV8.5. Évolution prismatique n'est pas la meilleure série d'Écarlate et Violet. Loin d'égaler 151, EV8.5 n'est pas non plus la pire. Cette fameuse série que tout le monde s'est arraché à coups de pied, à coups de poing dans les magasins, pillée par une bande de vautours sans scrupules. Une série ultra demandée, des stocks très limités et un taux de drop souvent catastrophique. Une série qui donne de sacrées sueurs froides. Toutefois, elle bénéficie de trois atouts qui ont contribué à son succès. En premier, la présence d'un Gold Pack avec toutes les évolutions d'Evoli en version alternative. Bien que la probabilité de sortir un Gold Pack soit une masse à faire, l'heureux élu quant à lui gagne une somme importante dans son portefeuille. En moyenne, une alternative tombe tous les 60 boosters. C'est pas mauvais comparé à toutes celles qui existent dans la série. Tandis que dans la version japonaise, une alternative est 100% garantie dans une display. Si on compare avec V8, nous étions aux alentours d'une chance sur 200. Et DC de Paldea, une série beaucoup plus généreuse en termes de shiny, on était aux alentours d'une chance sur 100. Évolution prismatique est loin devant toutes ces séries sorties dernièrement chez Pokémon Company. Toutefois, il est très difficile de sortir une alternative en 2025. Son deuxième point fort est l'absence totale de cartes AR. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, elles sont les grandes absentes de la série, remplacées par les cartes Pokéball et Master Ball en version petite full art chromatique. Un choix audacieux qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est une véritable révolution, une première dans l'histoire des cartes Pokémon en France. Accessible uniquement qu'à une poignée d'individus à l'international, Évolution Prismatique renverse la table pour se positionner au même niveau que le TCG japonais. Ce qui vient foutre un sacré bordel pour compléter ton Master Set. Entre la version standard, la version Reverse classique, la version Reverse Pokéball, la version Reverse Master Ball, il y a énormément de cartes. Un Master Set de 400 cartes au total qui coûte la peau des fesses. Mais l'atout qui prime sur tout le reste, c'est la présence des évolutions d'Evoli en version alternative. Et dans cette série, il y a le retour d'une hype pour Pokémon qui a atteint des sommets, avec ce doux parfum nostalgique qui rend directement hommage à Épée et Bouclier Évolution Céleste. Des cartes qui coûtent énormément d'argent, à des prix injustifiables, sur des boosters vendus entre 12 et 15 euros sur le marché. On a vu des ouvertures sortir à l'avance sur le net, enfin circuler sur le net. Typique TCG a été un des premiers à faire des ouvertures en live et les premiers taux de drop étaient vraiment affolants. J'ai moi-même pu le constater sur mes ouvertures, sauf avec l'ouverture d'une display en version japonaise que j'ai trouvé vraiment excellente, puisque c'est un véritable tour de force dans l'histoire des vidéos sur ma chaîne. Néanmoins, les cartes de la série Évolution Prismatique ne sont pas toutes jolies. Rien que la présence de cartes comme Terraclope, Brivern Pompe d'Orochi et le fouteur de troubles Ogerpon, et bien d'autres encore, tombent beaucoup plus que les évolutions qui donnent l'impression qu'elles n'existent pas. Sans oublier ces maudites cartes high-tech qui viennent souvent engager ton plaisir de tirer une alternative. Rares sont les Pokéball et Master Ball ou cartes X qui nous mettent l'eau à la bouche. À part les évolutions et quelques illustrations tirées de première génération Pokémon, ces cartes n'ont pas la même valeur sentimentale. Quant aux alternatives, je trouve Filali, Givrali, Nafali et Aquali qui sont les plus réussis. Mais soyons francs, Noctalia Alternative est la carte la plus chère de la série et pourtant ce n'est pas ma préférée. Les couleurs sont jolies et le rendu est plutôt bon. Mais je ne comprends pas tout ce délire d'un Noctali tapis au fond d'une grotte. C'est un Pokémon nocturne qui acquiert du pouvoir lorsqu'il s'expose aux ondes lunaires. Alors, pourquoi il n'est pas représenté au premier plan avec une gigantesque pleine lune en arrière-plan aux yeux rouges luminescents? Ce qui serait une alternative beaucoup plus bluffante que le rendu final. Pour conclure cette critique, Évolution Prismatique n'est pas aussi spectaculaire que 151, un cran en dessous de V4.5, mais qui a l'ambition
de faire mieux que ses prédécesseurs en y plaçant la barre très très haute avec deux types de gold pack, mini pack, pack complet. Cependant, Evolution Prismatique s'est plongé dans un gouffre dont on ne verra jamais le bout du tunnel. Et c'est un véritable enfer de master set pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se le permettre. Cependant, Evolution Prismatique a rencontré un énorme succès commercial. Maintenant, j'aimerais revenir sur deux points évoqués dans la partie critique et qui constitueront les deux phases suivantes de notre analyse. Plongeons ensemble dans les noirs secrets d'une série Pokémon haute tension. Bien qu'elle ait relancé de l'intérêt pour les cartes Pokémon et attiré une nouvelle vague de collectionneurs, la sortie EV8.5 a été mouvementée par de nombreuses polémiques, notamment sur les prix et sur les stocks disponibles sur le marché physique. Ce qui va suivre se base uniquement sur mon avis personnel et sur les quelques informations que j'ai pu récolter sur le terrain pour cette enquête. Comme vous le savez, le stock de cartes Pokémon européen est fabriqué aux États-Unis. Ce qui nous intéresse, c'est l'impact des tarifs douaniers américaines sur le marché Pokémon en France. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique, mais pour discuter de politique commerciale. En théorie, il est possible de faire un lien entre la pénurie de cartes Pokémon et la politique commerciale du président américain Donald Trump. Le American First affecte certaines séries de cartes Pokémon. Un impact qui a des conséquences sur les précommandes produites en Chine qui transitent obligatoirement vers les États-Unis. En France, le prix de certaines cartes Pokémon ont littéralement explosé. Des coffrets qui passent de 24,99 à 26,99, voire 31 en boutique. Et un simple booster, vendu à 5,99€ et maintenant passé à 7,99€. Un impact qui a également une terrible conséquence pour les collectionneurs qui souhaitent faire grader leurs meilleures cartes à l'international. Et la cause est 100% politique. Le risque étant de freiner le marché de cartes Pokémon et de mettre en danger PSA qui a déjà suspendu temporairement ses services. Par exemple, une alternative estimée à 5 000$ pourrait générer 500 $ de frais supplémentaires uniquement à cause des tarifs douaniers. C'est pourquoi elle ne s'applique qu'à la valeur des cartes déclarées et pas aux frais de service. Ce qui explique pourquoi les alternatives sont depuis EV8 vendues à des prix exorbitants. Car les alternatives ne sont plus désormais accessibles à tous, d'où la notion de rareté. Une situation qui risque de s'aggraver notamment avec les dernières annonces de Donald Trump d'imposer des droits de douane beaucoup plus sévères à l'Union européenne. Autant vous dire que ce n'est que le début de notre calvaire. Et vous allez voir qu'en France, certains ont recours à des méthodes dignes du scalping à l'état pur pour faire gonfler les prix sur EV8.5 au point de virer au scandale et de générer la gronde générale de la communauté. Le principal concerné est Asmodée Édition. Asmodée est le principal distributeur de cartes Pokémon en France. Les cartes sont imprimées aux États-Unis et Asmodée les distribue en France. Si je me base sur les infos que j'ai obtenues par des petites boutiques de vendeurs spécialisés en pop culture, l'entreprise sera en partie responsable des stocks limités en France. Je ne cherche à accuser personne. Je ne fais que retranscrire ce que l'on m'a rapporté. Maintenant, libre à vous de me croire ou non. Lorsque la filiale reçoit du stock en provenance des États-Unis, Asmodée n'hésite pas à se servir en premier. Sur 2000 exemplaires qu'elle reçoit en provenance des États-Unis, d'items d'évolution prismatique par exemple, elle va vouloir en garder un certain pourcentage. Généralement c'est le plus gros. Elle va vouloir garder 1500 exemplaires afin de grossir son stock, faire gonfler les prix et surtout créer la notion de rareté. Quant au reste, distribué dans les grandes surfaces au détriment des petites boutiques. Je suis un vendeur de cartes Pokémon et je souhaite commander 22 exemplaires disponibles sur Asmodée. Ma demande est acceptée avec un avertissement que rien ne garantit que je recevrai les 22 exemplaires dans une semaine. La semaine passe, c'est rien. La semaine d'après, je reçois mon colis et je constate à ma grande surprise qu'il n'y a pas les 22 exemplaires. J'en ai reçu que 4 sur les 22. Car lorsque vous commandez directement sur Asmodée,
Ce ne sont pas des commandes. Pour eux, ce sont des souhaits. Il y a une sacrée différence entre commander et souhaiter. Et c'est pour cette raison que les vendeurs de petites boutiques galèrent à vendre du Pokémon en ce moment. Pour les enseignes, donc les hypermarchés, qui sont prioritaires par Asmodée, eurent un stock légèrement conséquent, puisqu'après tout, Evolution Prismatique a une très forte demande, que les enseignes ont été aussi impactées par le phénomène. 75 exemplaires de boîtes Evolution Prismatique chez Carrefour et moins d'une centaine chez Smith Toys le 17 janvier. Pas assez pour satisfaire la clientèle. Sans oublier cette polémique du marché noir de cartes Pokémon dans les réserves d'hypermarchés, une rumeur court selon laquelle certains employés de libre-service profitent de la hype pour piocher dans les stocks des nouveaux arrivages sans se faire remarquer, diminuant le nombre de boîtes Pokémon vendues dans les magasins. Simple rumeur ou une pincée de vérité? Mais cette rumeur persiste depuis la sortie de 151. Même si certains y croient dur comme fer, et si cette rumeur est vraie, nous aurons alors un autre scandale de plus pour une partie de la communauté Pokémon déjà sur les nerfs. Et pour enfoncer le clou, la mode des lives, véritable efficacité de marché de spéculation ne fait qu'accentuer la frustration et l'écœurement des collectionneurs. Un déferlement de haine à l'encontre des gros youtubeurs qui ont réussi à s'en procurer à l'avance. Ce qui alimente la colère contre les influenceurs de contenu. Une réaction cependant justifiée, surtout lorsqu'on sait que certains d'entre eux abusent de cette pratique pour tout rafler, revendre, et le tout à des prix explosifs. Et pour calmer le jeu, ces mêmes personnes ont le culot d'offrir des coffrets en cadeau pour apaiser les tensions. C'est à se demander où se situe la frontière entre influenceurs et scalpeurs. Une activité légale sur le plan juridique et du pas béni pour les scalpeurs avides d'argent facile. Tout ça, ce ne sont que des conséquences supplémentaires. La faute revient à la stratégie toxique de The Pokémon Company qui se sent complètement dépassé par son sujet, où les premières victimes sont les joueurs. Et puis, il y a le système de précommande en ligne pré-sortie qui vient flinguer tout ton plaisir d'acheter du Pokémon dans certaines boutiques comme dans les Micromania. Des commandes qui s'épuisent aussi vite que l'annonce publiée sur les réseaux sociaux, et perte de temps lorsque tu te rends dans le Micromania le plus proche de chez toi, où tu vois les coffrets à plus de 45 € exposés en magasin, uniquement réservés pour les clients d'abonnement premium. Enfin, n'oublions pas les plus grandes victimes de cette terrible guerre commerciale, les enfants. De la chair à canon dans cette guerre de tranchées entre les collectionneurs et les scalpeurs, soldats de première ligne sacrifiés dans ce no man's land toxique où les priorités de certains ont changé. Car le profit est devenu le moteur de toutes les convoitises. La licence créée à la base pour les enfants a vu sa fréquentation diminuer au fil des sorties les plus importantes post-Covid. 151, Destinée de Paldea, Étincelle déferlante et Évolution prismatique, Rivalité destinée bientôt disponible, avec toujours cette inquiétude déconcertante d'arriver trop tard à la fête. Le véritable calvaire revient aux parents dont les enfants ne toucheront jamais une de ces cartes, du moins pour Évolution prismatique et Rivalité destinée. Une vraie problématique pour les enfants et leurs parents qui se retrouvent embarqués dans ce tourbillon non-stop. Cette partie était assez longue et j'avais pas mal de choses à dire sur le cœur, donc fallait que ça sorte. J'espère que vous avez apprécié cette partie qui était peut-être pour vous claire et instructive. Dans cette dernière partie de vidéo, les temps sont durs pour Pokémon, sauf pour une petite poignée d'individus sans scrupules. Comment finir cette vidéo sans parler des scalpeurs? Ces vautours qui passent la nuit entière devant les magasins tels des sentinelles en poste de 6h à 8h du matin pour affler le plus d'items possible dès l'ouverture. Des hypermarchés pris d'assaut, des scènes de bagarre dites d'un western et un butin pillé en moins de 10 minutes. Une sortie qui a déchaîné toutes les passions et suscité de nombreuses réactions pour le meilleur comme pour le pire. Car pour un collectionneur, Pokémon est devenu à un coût exorbitant puisque leur série préférée n'est plus disponible. Il faut aller sur le net et acheter
au prix fixé par les internautes. C'est à se demander si Asmodée joue le jeu des scalpers. Les collectionneurs ne font pas le poids face aux grandes surfaces, car ils ne sont pas prioritaires. Et une entreprise qui a besoin d'argent doit faire des bénéfices, ce qui attire les scalpers comme des punaises. On entend souvent dire qu'il y a des problèmes d'impression et que le budget alloué au jeu est limité en France. C'est vrai. Quand on voit que le monde entier ouvre du 151 ou d'autres collections par palettes entières, mais qu'en France on se jette les uns sur les autres, comme des sauvages, il y a de quoi se questionner. Et les services de boutique en ligne se développent de plus en plus, car rentables à tous les niveaux. Les méthodes de marché évoluent, et le marché physique est obligé de s'adapter ou de crever sous le poids de tous les changements. Une stratégie payante pour Asmodée les scalpers, dans ce marché de spéculation où tout est fait pour limiter l'accès aux boîtes demandées par les passionnés, d'où cette notion de rareté. Un train-train de ces vautours et de faire de l'argent facile. Certains s'y prêtent au jeu. Ils dépensent sans compter pour un coffret vendu sur le Bon Coin à 150 € alors qu'il est censé être vendu à 19,99 € dans les magasins. Et d'autres, plus méfiants, attendent les restocks quelques mois plus tard, le temps que la hype Pokémon redescende pour pouvoir en profiter. Les restocks, parlons-en. À titre personnel, je ne crois pas du tout en ce mensonge. C'est une stratégie purement commerciale. À chaque fois, c'est toujours la même rengaine. Comme un effet boule de neige. N'achetez pas des coffrets à prix élevés. Vous aurez bientôt des exemplaires en vente prochainement. Surtout lorsque l'on sait que le marché anticipé détruit à petit feu le marché physique. Difficile donc de croire à cette énième promesse de lutte contre le scalping. Et ce n'est pas en limitant les coffrets à per personne que vous allez stopper une offre beaucoup plus forte que la demande. Encore une fois et de trop, Pokémon est la victime de son succès. L'engouement des cartes à collectionner est reparti de plus belle et donne une motivation à une nouvelle vague d'investisseurs. Où les requins de stock et les reventes abusives sèment une véritable pagaille dans toute la communauté Pokémon en France. Tous les regards se tournent à présent vers la sortie imminente de Rivalité destinée le 30 mai. Verra-t-on un énième épisode sous haute tension? Seul l'avenir nous le dira. Mais il est fort à parier que les enfants et les collectionneurs seront encore une fois privés d'une série Pokémon très demandée et forcera certains d'entre nous à mettre notre passion entre parenthèses. Tout simplement parce que collectionner devient de plus en plus frustrant et inaccessible. Je crois qu'on a fait le tour de la question. J'ai peut-être survolé quelques points qui auraient mérité un peu plus de développement, mais je crois que l'essentiel est là. À l'origine, ce devait être une simple critique d'évolution prismatique. Mais j'étais obligé de prendre la parole face à la pénurie de cartes Pokémon que nous traversons tous en ce moment. Pour une première vidéo de ce genre, je dois bien avouer que j'ai bien galéré. Entre regarder la caméra et mon texte, je savais très bien que si je ne faisais pas que si je regardais pas mon texte, l'improvisation aurait été une catastrophe. Souvenez-vous, pour ceux qui ont vu mon 3e épisode sur les traces de 151, c'était un épisode entièrement tourné en improvisation et j'ai galéré entre les blancs, je ne savais pas quoi dire, donc du coup j'ai écrit un script à l'avance pour cette vidéo et je me suis dit comme c'est la première vidéo de ce genre, eh bien on va regarder notre texte. Donc pour la prochaine fois je vais essayer de m'améliorer, je peux rien vous garantir, mais je vais essayer de m'améliorer. Un grand merci à ceux qui ont regardé cette analyse jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cette grosse vidéo qui m'a donné un temps d'écriture de taré. Pensez à liker et à commenter pour que je puisse répondre à un maximum de questions. Prenez soin de vous les collectionneurs, c'était Tristan TCG. À une fois prochaine pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde!